Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour une leçon consacrée au produit vectoriel dans un espace vectoriel de dimension 3. Donc dans cette leçon, E est un cas espace vectoriel de dimension 3 et B est une base de E. Donc K c'est généralement R ou C. Forme bilinéaire antisymétrique. On dit que F est une forme bilinéaire antisymétrique si c'est une forme bilinéaire. Et si elle est en signe symétrique, on peut prendre ça comme définition, f de yx est égal à l'opposé de f de xy, quel que soit x, y, z appartenant à E et lambda appartenant à K. Soit f une forme bilinéaire, f est en signe symétrique si et seulement si f de x est égal au 0 de E, quel que soit x appartenant à E. En effet, si elle est antisymétrique, alors quand je remplace y par x, ça fait f de xx égale moins f de xx. Donc 2 f de xx égale 0. Alors, on suppose que le corps n'est pas de caractéristique 2, ce qui est le cas quand c'est R ou C. Donc f de xx est égal à 0. Ce 2 f de xx, ça veut dire en fait f de xx plus f de xx. Alors la réciproque, maintenant, si on suppose qu'elle est bilinéaire et qu'elle vérifie f de xx égale 0 quel que soit x, on s'intéresse à f de x plus y, qui vaut 0, puisque c'est la même chose. Et puis on développe, je vous laisse vérifier, ça fait ça avec ces deux-là qui sont nuls. On obtient que f de yx égale moins f de xy. Et donc elle est antisymétrique. E a un espace de dimension 3 avec sa base. Alors il existe une unique forme bilinéaire symétrique vérifiant f de E1, E2 égale E3, f de E2, E3 égale E1, f de E3, E1 est égal à E2. Démonstration, supposons que f existe, on prend deux vecteurs U et V avec les coordonnées dans la base B et on forme f de UV en utilisant le fait que, donc c'est f de ça, virgule ça, en utilisant le fait qu'elle est bilinéaire, donc ça va faire x1 f de E1V plus x2 f de E2V plus x3 f de E3V. Et puis ensuite, je regarde ce que ça fait que f de E1V, donc y1 f de E1, E1, y2 f de E1, E2, y3 f de E1, E3. Et je fais la même chose avec f de E2V, donc ça va faire y1 f de E2, E1 plus y2 f de E2, E2 plus y3 f de E2, E3. Et je fais la même chose ici avec f de E3V, donc ça fait y1 f de E3, E1, y2 f de E3, E2, y3 f de E3, E3. Bon, f de E3, E3 ça vaut 0, f de E2, E2 aussi, et puis f de E1, E1 aussi. Alors, il va rester en f de E1, E2, je vais avoir x1, y2. Puis je regarde où sont... Alors celui-là, si je renverse, je veux dire que f de E1, E2 est égal... Enfin, f de E2, E1 égale moins f de E1, E2, ça me fait moins x2, y1. D'accord? Alors ensuite, il y a ceux qui sont en f2, E3. Donc en f2, E3, je vais avoir x2, y3, voilà. Et puis je vais avoir un f de E3, E2 qui est égal à moins f de E2, E3. Donc moins x3, y2. Et puis je fais la même chose en E3, E1. Donc je vais avoir plus x1, y3. Et plus x1, y3, f de E1, E3. Et là, il y a... oui. Alors, je vais avoir... Non, je vais plutôt faire f de E3, E1, pardon. Donc f de E3, E1, je vais avoir x3, y1, d'accord? Et puis celui-là, c'est moins f de E3, E1, donc moins x1, y3. Voilà ce que ça me donne. Bon, et puisqu'elle existe, ça doit valoir ça. F de E3, ça vaut E1, et l'autre, il vaut 2. Donc j'obtiens ça. Alors, ça, c'est exactement... Alors, en E1 d'abord, je mets x2, y3 moins x3, y2. x2, y3 moins x3, y2. En E2, j'ai du x3, y1 moins x1, y3. Alors ça, c'est exactement ça. Parce que ça, si je développe, ça fait x1, y3. Moi, j'ai l'opposé.
et puis moins y1 x3, et là j'ai l'opposé. Donc ça fait ça. Et en E3, j'ai x1 y2 moins x2 y1, ça fait exactement ça. Donc là on a l'unicité de f. Alors maintenant l'existence, soit f définie donc par ça relativement à la base B. Si je prends trois vecteurs, je forme lambda u plus v, et que je calcule ça, ben, j'utilise cette formule-là et je remplace par les coordonnées que j'ai trouvées avant. Et puis là, je vais dire par exemple le premier, ben, j'ai le droit de sortir j'ai le droit de dire que c'est déterminant de ça plus déterminant de ça. C'est la bilinéarité du déterminant que j'utilise. Donc ça fait lambda fois le déterminant x2, x3, z2, z3 plus le déterminant y2, y3, z2, z3. Alors le tout multiplié par 1 bien sûr. Ici ça fait, ben, je fais la même chose ici. Hein, alors je vérifie là au passage que je ne me suis pas trompé, mais je ne crois pas. Voilà. Et puis je fais la même chose avec l'autre. Je sors le lambda, x1, x2, z1, z2, e3, plus y1, y2, z1, z2, e3. Bon, mais ça, ben, je remarque que ça fait lambda, vous voyez, ça, ces trois-là, ça me donne lambda FUV. Et puis les trois autres, ça, ceux qui sont tout seuls où il n'y a pas de lambda, ça fait f de VW. Donc j'ai une partie de la bilinéarité. Je remarque que f de UU, alors ça, ben, j'utilise la même formule, sauf que là, il n'y a plus de y. Hein, donc ça fait x2, x3, x2, x3, c'est un déterminant qui est nul fois E1, moins x1 et x3, x1, x3, c'est un déterminant qui est nul fois E2, plus x1, x2, x1, x2, c'est un déterminant qui est nul fois E3, ça fait le vecteur nul, donc c'est antisymétrique. Comme c'est antisymétrique, f de u lambda v plus w égale moins f de lambda v plus wu, que je développe, et puis ça je remarque que c'est lambda fuv plus f de vw, donc elle est bien bilinéaire, antisymétrique, et maintenant il faut vérifier qu'elle vérifie ça. Donc là j'ai les coordonnées de mes trois vecteurs, donc f de 1 e2, ben, je remplace dans cette formule là, donc je vous laisse vérifier, ça fait ça, et là ça c'est nul, et ça vaut 1, donc ça fait E3. F de E3, ben, c'est pareil, hein. Et ça c'est pas nul, ça fait 1, mais ça c'est nul et ça c'est nul, donc ça fait 1, et f de E3, E1, ben on remplace exactement pareil, ça fait ça, moins, alors ce déterminant là, il vaut 0 fois 0, moins 1, avec le moins ça fait plus E2, puis l'autre est nul, donc ça fait E2, donc le résultat, c'est-à-dire que j'ai démontré que cette forme-là, hein, définie par ça, eh bien c'est une forme bilinéaire antisymétrique qui vérifie ça. D'accord ? Dans la première partie, j'avais démontré l'unicité. Conclusion, si E est un espace vectoriel de dimension 3, B une base de E, l'unique forme bilinéaire antisymétrique f de E3E vers E, vérifiant ces conditions 1, est définie de la façon suivante, avec D1, D2, D3, les déterminants. Et pour tout vecteur U3, on a déterminant relativement à la base B des vecteurs U1, U2, U3, donc c'est-à-dire ça, qui est égal à x3 fois ce déterminant, c'est D1, moins y3 fois ce déterminant, c'est D2, plus z3 fois ce déterminant, c'est D3. Si E est un espace vectoriel euclidien orienté, de dimension 3, et B une base orthonormée de E, le produit scalaire est toujours donné de cette façon suivante. Xx' plus y' plus zz', quelle que soit la base orthonormée directe. Et f, l'unique forme bilinéaire antisymétrique vérifiant 1 relativement à la base B. D'accord ? Alors, f ne dépend pas de la base orthonormée directe choisie. C'est-à-dire qu'on aura toujours les mêmes formules, quelle que soit la base. C'est-à-dire qu'on aura toujours ça et ça. D'accord ? Et on aura toujours déterminant de 3 vecteurs quelconques dans B qui est égal donc à ça. Voilà. Alors, démonstration, eh bien, on prend une autre base orthonormée directe B',
f', l'unique forme bilinéaire antisymétrique vérifiant les conditions 1, eh bien on sait qu'alors on va avoir ça. Et ça c'est relativement à b' avec f', et relativement à b avec f, on a ça. Déterminant de b dans b', c'est 1 parce que b est une base directe. Donc le déterminant de ces trois vecteurs dans b', alors formule générale, c'est le déterminant des trois vecteurs dans b fois le déterminant de b dans b', ça vaut 1, donc c'est égal à ça. Donc les deux déterminants qu'on a là sont égaux. Donc on va avoir ça qui va toujours être égal à ça. Voilà. Donc après, en mettant le vecteur U3 en facteur, ça me fait que l'on a ça. Et comme c'est quel que soit le vecteur U3, le crochet est nul, et ce qui implique que f' de U1, U2 est égal à f de U1, U2, quel que soit U1, U2 appartenant à eux. Donc f' est égal à f. Donc, comme f' est égal à f, on vérifie les formules de f. Cette unique forme bilinéaire antisymétrique vérifiant 1 est appelée le produit scalaire dans E. Quel que soit U1, U2 appartenant à E, on va désormais noter U1 et on dira U1 vectoriel U2 au lieu de f de U1, U2. Quelle que soit une base orthonormée directe, on va avoir U1 vectoriel U2 qui sera donné par ces coordonnées-là avec D1, D2, D3. Et on aura déterminant de 3 vecteurs quelconques dans B qui sera égal à U1 vectoriel U2 scalaire U3, quel que soit U1, U2, U3 appartenant à E. E est un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3, alors relativement à une base orthonormée directe de E, quels que soient les vecteurs et lambda, on a toutes ces relations qu'on ne va pas démontrer parce que c'est déjà fait puisque le produit vectoriel est bilinéaire antisymétrique. D'accord? Le produit vectoriel ne dépend que de l'orientation de E. Si on change d'orientation, il est changé, U vectoriel V est changé, alors je l'appelle produit vectoriel prime à ce moment-là, en moins V vectoriel U. Démonstration, je prends une base B, comme je change d'orientation, alors elle est directe, celle-là, l'autre est indirecte, donc déterminant de B' dans B égale moins 1. On reprend les vecteurs et on reprend, donc on sait qu'on a ça, et dans B', on sait qu'on a la même chose, mais avec le produit vectoriel prime. Le déterminant de ces vecteurs dans B est égal à leur déterminant dans B' fois le déterminant de B' dans B, et celui-là, il vaut moins 1, et sinon, donc ils vont être opposés. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à l'opposé de ça, d'accord? Et donc j'envoie tout ça de l'autre côté, et puis ça me donne ça égale 0, quel que soit W. Et ça implique que ça, quel que soit U et V. Et donc U vectoriel prime V est égal à moins U vectoriel V, quel que soit UV, d'où le résultat. E, un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3, deux vecteurs U et V, ils sont collinaires si et seulement si U vectoriel V est égal à 0, démonstration. S'ils sont collinaires, on a un déterminant qui est nul, quel que soit W, en choisissant une base orthonormée directe. Et donc on a ça, quel que soit W. Et donc U vectoriel V est égal à 0, c'est fini. Réciproque, si U vectoriel V est égal à 0, scalaire W il va être égal à 0 quel que soit W, donc ce déterminant va être nul quel que soit W. Si les vecteurs étaient libres, c'est-à-dire s'ils n'étaient pas collinaires, alors il existerait, on pourrait compléter UV pour en avoir une base, puisque UV étant libre, on peut compléter par W pour avoir une base de l'espace. Et à ce moment-là, le déterminant n'est pas nul, alors que nous on avait dit qu'il était toujours nul, donc il y a une contradiction, donc ça veut dire que les vecteurs UV sont collinaires. Propriété, E, un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3, UV, deux vecteurs non collinaires, P, le plan qu'ils engendrent. Alors, U vectoriel V appartient à l'orthogonale du plan. Et si UV sont unitaires orthogonaux, c'est-à-dire s'ils forment une base orthonormée du plan, alors U vectoriel V est une base orthonormée directe. D'accord? De l'espace, bien sûr. Alors, démonstration, d'abord du petit 1, soit B une base orthonormée directe, U vectoriel V scalaire U, c'est le déterminant de UVU. Eh bien, c'est égal à 0, parce que il y a
ici U et U. Il y a deux colonnes pareilles, hein, il y a deux vecteurs collinaires. Donc, ça veut dire que ça c'est égal à 0, et donc ça veut dire que U est orthogonal, U vectoriel V est orthogonal à U. D'accord? De même, U vectoriel V, en considérant U vectoriel V point V, on démontre que U vectoriel V est orthogonal à V. Donc U vectoriel V va être dans le plan, enfin dans l'orthogonale de P, puisque U et V forment une base du plan P. Donc si U vectoriel V est orthogonal à U et à V, bah, il est dans l'orthogonale de P. Petit 2, on complète UV par l'unique vecteur W tel que UVW est une base. On peut le faire parce que UV forment une base vu qu'ils sont unitaires orthogonaux. Et donc on sait qu'il existe un unique vecteur tel que l'on ait une base orthonormée directe, c'est important. Il y a deux vecteurs en fait pour avoir une base orthonormée. Hein. Mais on prend celui des deux, ils sont opposés, qui donne une base directe. À ce moment-là, on sait que W va être égal à U vectoriel V. Ah bah alors c'est terminé, puisqu'on a U, V, W qui est une base orthonormée directe, mais en fait c'est U, V, U vectoriel V, donc c'est gagné. Et maintenant, comment va-t-on définir les angles dans l'espace? E est un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3. UV sont deux vecteurs non collinaires. Ils engendrent donc un plan P égale engendré par UV, donc. Et on sait que W égale U vectoriel V est différent de 0 et qu'il appartient à P orthogonal. P orthogonal, je l'appelle D, c'est une droite. On décide d'orienter cette droite par oméga, donc par K égale oméga sur norme d'oméga. Et on oriente P par D. Donc en disant que IJ est une base orthonormée directe de P, si et seulement si IJK est une base orthonormée directe de. L'angle UV va être l'angle θ de l'unique rotation plane, Rθ, on est dans le plan P, qui envoie U sur norme de U en V sur norme de V. Donc on revient à la définition dans le plan. On a donc les résultats du plan. U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois cosinus θ. Et donc cosinus θ égale U scalaire V sur norme de U, norme de V. Posons I maintenant égale U sur norme de U. Prenons J égale K vectoriel I. Alors I et K sont normés tous les deux. Comme K est orthogonal à U, bah, K et I sont orthogonaux. Et donc on sait que puisque J est égal à K vectoriel I, bah, K IJ est orthonormé direct. Et donc IJK, hein, je fais une petite permutation, va être orthonormé direct. La rotation, alors là on est dans l'espace, hein, d'axe D et d'angle θ, c'est-à-dire ça, celle qui vaut identité sur D et petit r dans le plan P. De matrice, petit r là c'est dans le plan P, d'accord. De matrice M a pour matrice M égale cosinus θ, sinus θ 0, tac, et là, dans B, I a pour coordonnée 1, 0, 0, mais I c'est U sur norme de U, et donc son image c'est V sur norme de V, qui a pour coordonnée cosinus θ, sinus θ 0. Donc, si je fais I vectoriel V sur norme de V, c'est-à-dire ça vectoriel ça, je trouve sinus θ K. D'accord, c'est facile à voir. La première coordonnée, c'est ce déterminant-là qui vaut 0. La deuxième, c'est l'opposé de celui-là qui vaut 0. Et la troisième, ça fait sinus θ. Et donc, je vais avoir U vectoriel V sur norme de U fois norme de V, qui est égal à sinus θ, U vectoriel V sur norme de U vectoriel V, et donc U vectoriel V qui est égal à U, norme de U fois norme de V fois sinus θ. Ce qui au passage veut dire que sinus θ est positif, et c'est pas étonnant parce que on a orienté le plan P par U vectoriel V. C'est pour ça que le sinus est positif. Si U et V sont maintenant non nuls collinaires, U vectoriel V est égal à 0. Alors, U vectoriel V est égal à 0 et on remarque que sinus de 0 comme sinus pi, ça fait 0.
S'ils sont collinéaires de même sens, V égale lambda U, lambda positif, U scalaire V sur norme de U, norme de V, ça fait U fois lambda V sur norme de... donc U fois lambda U, c'est-à-dire lambda norme de U au carré. Et puis là, norme de V, c'est norme de lambda U, c'est lambda norme de U, donc finalement ça va faire 1. Et donc ça fait cosinus 0, on pose UV égale 0. Et s'ils sont collinéaires de sens opposé, V est égal à moins lambda U, lambda positif, et à ce moment-là, le même calcul donne facilement, parce que là, on va en ressortir un moins lambda, ça va donner moins 1, c'est-à-dire cosinus pi, on pose UV est égal à pi. Bon, le sinus ici, le sinus de 0, tout comme le sinus de pi, sont supérieurs ou égaux à 0, vu qu'ils sont nuls. Donc la conclusion, c'est que quel que soit UV non nul, on pose angle UV égale θ, déterminé par cosinus θ égale U scalaire V sur norme de U fois norme de V, et sinus θ positif. On a toujours U scalaire V égale norme de U fois norme de V cosinus UV, et norme de U scalaire V, qui est égale à norme de U fois norme de V sinus UV. Voilà. E est toujours un espace vectoriel euclidien orienté, dimension 3, et on a 3 vecteurs UV, W appartenant à E. Alors, U vectoriel V, vectoriel W, est égal à U scalaire W, V, moins V scalaire W, U. Alors, si U égale 0, le résultat est évident, parce que U vectoriel V va faire 0, 0 vectoriel V, donc ça fait 0, 0 vectoriel W, ça fait 0, ici 0 scalaire W, ça fait 0, donc ça fera 0, et puis ça fait 0, donc ça fera 0 aussi. Sinon, je pose I égale U sur norme de U. Si V est collinéaire à U, on choisit un plan P quelconque contenant U et V. Sinon, on prend le plan P qui est le plan défini par U et V, engendré par U. Puis, une fois qu'on a pris ce plan, qu'on soit dans ce cas-là ou dans ce cas-là, on choisit J dans le plan tel que IJ soit une base orthonormée de P. Puis on prend K est égal à I vectoriel J, de façon à avoir la base B, IJK, qui est orthonormée directe. Bon, alors on a quoi? Ben, on a U qui, dans cette base, a pour coordonnée norme de U, donc que j'appelle A, 0, 0. V, ben, il a des coordonnées x, y, 0 en z, puisqu'il est dans le plan, et W, x', y', z'. U vectoriel V. Alors, U vectoriel V, c'est ça. Donc on voit que la première coordonnée c'est 0, la deuxième c'est 0, et la dernière ça va être YK. U vectoriel V, vectoriel W. Donc j'ai ça, et je dois le faire vectoriel W. Je vous laisse faire le calcul, ça donne ça, c'est un truc de déterminant. U scalaire W. U scalaire W, c'est ça, scalaire ça. Ben, comme il y a des zéros, là, ça fait que AX'. D'accord? V scalaire W, ça fait XX' plus YY'. U scalaire WV moins V scalaire WU, ça fait AX' qui va multiplier le vecteur V, donc AX', AX', moins AX', alors pourquoi non, c'est ça, AX' et puis AX', d'accord, alors moins, donc le voilà, XX' plus YY' qui multiplie le vecteur U. Donc ici, ça va faire ça, puis là, il y aura des zéros. Donc finalement, on a le AX' X qui s'en va, il reste moins AYY', AX' et 0. Et ça, c'est exactement celui-là, c'est-à-dire c'est U vectoriel V, vectoriel W. Donc j'ai bien U scalaire W vecteur V moins V scalaire W vecteur U qui est égal à U scalaire U vectoriel V vectoriel W. Donc c'est bon. Soit un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3 f un endomorphisme antisymétrique, alors il existe un unique vecteur W vérifiant f de U égale W vectoriel U, quel que soit U appartenant à E.
Démonstration, on prend une base orthonormée directe de E, on sait que TF c'est l'unique endomorphisme G, vérifions ça. Alors, on peut vérifier hein, l'existence et l'unicité en traduisant ça du point de vue matériel, hein, du point de vue matriciel, je veux dire. Quand je fais fx, c'est matrice de f multiplié par x, mais quand je fais le produit scalaire, je prends le transposé. D'accord? Et puis là, c'est transposé de x multiplié par la matrice de g fois y. D'accord? Et donc ça me donne ça, quel que soit xy, je sais que ça équivaut à matrice de g égale transposé de la matrice de f. Dire qu'elle est antisymétrique, ça équivaut donc à dire ça. Et donc ça équivaut à dire qu'il y a des zéros sur la diagonale, et puis que c'est une matrice antisymétrique, donc voilà. Ok, pour avoir t de la matrice égale moins la matrice. Donc si oméga c'est coordonnées, on recherche en fait un oméga comme ça, tel que quel que soit u comme ça, on a quoi? Ben, on a f de u c'est quoi? C'est la matrice multipliée par ça. Donc ça fait, quand je multiplie ça par x, y, z, ça fait AY plus BZ, ça fait moins AX plus CZ, ça fait moins BX plus moins Y. Et je veux que ça soit égal à oméga vectoriel U. Donc ça, c'est quand je fais ça. Donc première coordonnée, c'est Y'(Z) moins Z'(Y). Deuxième coordonnée, c'est Z'(X) moins X'(Z). Troisième coordonnée, X'(Y) moins Y'(X). Et je veux que ça soit égal. Je renvoie tout le monde de l'autre côté, je factorise, et j'obtiens, pour que ça soit vrai, quel que soit Y et Z, il faut que ça soit nul, ça nul, ça nul, ça nul, ça nul, ça nul. Donc ça équivaut à dire ça, c'est-à-dire équivaut à dire ça. Et donc oméga, bah, je vois bien qu'il est unique, hein, et il a pour coordonnées moins C, B et A. Remarque, inversement, si je me donne oméga, eh bien F qui a U appartenant à E associe W vectoriel U appartenant à E est un endomorphisme antisymétrique. La linéarité est évidente, il y a juste antisymétrique qu'il faut vérifier. Ben, je prends U de coordonnées alpha, bêta, gamma, et au vecteur x, y, z, j'associe oméga vectoriel U. Donc oméga vectoriel U, alors U, je me suis trompé, U c'est x, ça c'est oméga. Voilà. Et je fais oméga vectoriel. Donc première coordonnée, bêta z moins gamma y, bêta z moins gamma y. Deuxième coordonnée, gamma x moins alpha z, gamma x moins alpha z. Troisième coordonnée, alpha y moins bêta x. D'accord? Alors ça, bah, je vois bien que la matrice, ça va être 0 moins oméga, bêta, gamma, 0 moins alpha, et moins bêta, alpha, et puis 0, et puis je vois bien qu'elle est antisymétrique. D'où le résultat. R du parallélogramme, on est là dans un plan vectoriel, orienté ou pas orienté. L'air, on sait, c'est AB fois la hauteur, donc ça, et le sinus θ est égal à H sur AD, donc l'air est égal à AB fois AD fois sinus θ. Ça peut se retrouver d'une autre façon, ça. Là j'ai fait vraiment classique. Alors j'ai mis des valeurs absolues parce que justement il n'est pas orienté. Donc c'est égal à norme de AB, norme de AD, multiplié par sinus de AB AD. Et là je reconnais la norme de AB vectoriel AD. On menit le plus euclidien orienté d'une base orthonormée directe et on plonge dans un espace euclidien de dimension 3 de base IJK et on a alors ça. Et si on prend I égale AB, on a vecteur AB qui a ça, vecteur AD qui a ça, et donc je vois bien que ça correspond à ce truc-là. Enfin, l'air qui est égal à ça, mais qui est égal à ça, je vois que quand je calcule le déterminant, je trouve la même chose, AB fois AD fois sinus θ. AB fois AD fois sinus θ. D'accord? Sauf qu'il faut que je prenne la valeur absolue du déterminant. Donc en fait, j'ai mon R de parallélogramme qui est égal à norme de AB vectoriel AC, qui est égal à la valeur absolue dans une base B. Alors là, je l'ai prise orthonormée directe, mais en fait, je peux la prendre dans une, ça reste vrai dans une base orthonormée quelconque. Pourquoi? Parce que AB vectoriel AC va être changé en son opposé, mais ça ne change rien pour la norme. Et puis ici, le déterminant, il sera changé dans son opposé, ça ne change rien pour la valeur absolue. Donc ça, c'est toujours vrai.
Voyons maintenant le volume du parallélépipède. On est dans un espace euclidien de dimension 3. On a ce parallélépipède, son volume est égal à l'aire d'une base, donc on prend OA dB, multiplié par la hauteur, c'est-à-dire la distance entre les deux bases parallèles. Donc entre les plans parallèles OAB et CEG. Pose vecteur I égale vecteur OA divisé par OA, donc unitaire. J tel que IJ soit une base orthonormée du plan P, et K est égal à I vecteur égale J, de façon à obtenir une base orthonormée directe de E. Donc IJ est une base orthonormée directe du plan. Alors dans le repère affine, l'équation du plan affine P égale OAB, c'est Z égale 0. Et donc celle du plan parallèle Q, c'est Z plus lambda égale 0. Comme le point C appartient à Q, ZC plus lambda égale 0. Donc lambda égale moins ZC, donc l'équation du plan Q, c'est ça. La distance entre P et Q, c'est la distance entre O et Q. Donc c'est obtenu en remplaçant Z par 0, valeur absolue de moins ZC. Et on divise par racine carrée de alors A2 plus B2 plus C2, mais ici A égale 0 dans l'équation B égale 0, C égale 1. Donc ça fait valeur absolue de moins ZC, donc valeur absolue de ZC. Ce qui était évident du reste. Donc H est égal à valeur absolue de ZC, OA vectoriel OB, c'est OAI pour OA, vectoriel XBI plus YBJ, parce que le point B il est dans le plan. Et I vectoriel I ça fait 0, donc il reste OA multiplié par YB, I vectoriel J qui fait K. Donc ça fait OA YB K. OA vectoriel OB scalaire OC est égal à OA YB K scalaire. Alors OC, bah, c'est XCI plus YCJ plus ZCK. Et là, quand on fait le produit scalaire, ça fait 0, ça aussi. Il reste donc OA YB ZC. K fois K, ça fait 1. Donc, la valeur absolue de tout ça, ça fait OA multiplié par valeur absolue d'YB multiplié par valeur absolue de ZC. Le volume est égal à OA scalaire OB multiplié par ZC, puisque la hauteur c'était ZC. Norme, pardon, de OA vectoriel OB. Alors la norme de OA vectoriel OB, c'est la norme de ça, la norme de K, ça fait 1. Donc ça fait OA multiplié par valeur absolue de YB. Et donc j'obtiens la même chose qu'ici. D'accord? Donc j'obtiens ça. C'est-à-dire ça, déterminant dans B, les vecteurs OA, OB et OC. Conclusion, le volume du parallélépipède, c'est V égale norme de OA vectoriel OB scalaire OC. Et donc ça fait déterminant dans B, valeur absolue du déterminant de OA, OB, OC. Dans un repère, alors en analytique, dans un repère, eh ben, OA il a les coordonnées de A, B, C, voilà. Et puis, donc ça c'est dans un repère quelconque, hein. Pas obligé de prendre à partir de l'origine O. Hein. L'essentiel c'est que O soit un sommet du parallélogramme. Quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut. On part des trois vecteurs qui forment pas le parallélogramme, mais le parallélépipède. Bon, ensuite, pour un parallélogramme, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est pareil. Hein. On avait vu que l'aire était égal à ça, donc on obtient ça, relativement à un repère orthonormé B du plan. Alors ça, ce genre de truc-là, ça s'appelle un produit mixte. Dans un espace euclidien orienté de dimension n, hein, supérieur ou égal à 3, on appelle produit mixte des vecteurs U1, U2 jusqu'à UN, le scalaire déterminant de U1, U2 jusqu'à UN relativement à une base orthonormale directe B de cet espace. Remarque qu'on a vu qu'un endomorphisme F différent d'identité de l'espace euclidien orienté de dimension 3 est une rotation si et seulement s'il existe une base orthonormée directe dans laquelle la matrice est de cette forme. F est la rotation d'axe K. Et K, en fait, cette droite, c'est l'ensemble des vecteurs U qui sont invariants. Et d'angle θ, rotation d'angle θ, qui est indépendant de la base orthonormée directe. Et donc, soit D, cet axe, hein, on vient de parler, soit V appartenant au plan orthogonal à cet axe, V non nul.
f est différent d'une identité, donc f de v et v ne sont pas collinaires. On prend i égale v sur norme de v, et k égale v vectoriel f de v sur sa norme. Et on complète par j pour avoir une base orthonormée directe, ijk de e, et la base orthonormée directe, ij, du plan orthogonal de D. Voilà. Dans ijk, la matrice va être comme ça. Parce que j'ai une matrice, j'ai une rotation d'angle θ et d'axe k. V est égal à la norme de V multiplié par I. Donc il a cette coordonnée-là. Ces coordonnées-là. F de V, donc je multiplie ça par ça, et je vois que c'est ça, hein, c'est ces coordonnées-là. V vectoriel F de V, donc c'est ça vectoriel ça. Donc la première coordonnée, elle est nulle, la seconde, elle est nulle aussi. Et il n'y a que la dernière qui n'est pas nulle et qui fait V carré sinus θ. V vectoriel F de V est donc égal à V carré sinus θ multiplié par le vecteur K, c'est-à-dire V carré sinus θ, V factoriel F de V sur norme de V factoriel F de V. Si bien que, en fait, ça va être égal à 1, et donc norme de V vectoriel F de V va être égal à norme de V au carré sinus θ. Bon, là aussi, hein, c'est l'orientation. Comme on a orienté le plan par rapport à l'axe, le sinus, on est sûr qu'il est positif. V scalaire F de V, eh bien, c'est égal à norme de V au carré cosinus θ. En effet, V scalaire F de V, c'est produit scalaire entre ces deux-là. Donc ça fait V carré cosinus θ plus 0 plus 0. Donc ça fait ça. Donc cosinus θ, lui, est égal à V scalaire F de V sur norme de V au carré. Conclusion, θ est déterminé par ces deux relations-là, obtenues à partir d'un vecteur V non nul qui appartenait à l'orthogonale de l'axe. On peut en profiter pour parler du volume des tétraèdres. Alors on a déjà fait une leçon sur le volume de la pyramide, égal à B fois base fois hauteur divisé par 3, aire de base. On connaît aussi, on vient de le voir, le volume du parallélépipède. Relativement à une base orthonormée, on sait que c'est déterminant de AB, AC, AD. Et si je complète mon dessin pour obtenir, donc pour mettre, enfin j'ai d'abord mon tétraèdre et je le mets dans un parallélépipède comme ça, et bien puisque l'aire de base de mon tétraèdre, c'est-à-dire l'aire du triangle ABC, fait la moitié de l'aire de base de mon parallélépipède, eh bien je vais avoir que le volume de la pyramide ABCD, c'est-à-dire du tétraèdre, est égal à la moitié de l'aire de base du parallélépipède, multiplié par la hauteur qui est la même, divisé par 3. Donc ça fait 1/6 de l'aire de ABEC multiplié par H, c'est-à-dire 1/6 du volume du parallélépipède. Donc ça fait ça. Je prends un repère centré en A, donc les coordonnées vecteur AB, c'est celle de B, vecteur AC, vecteur AD. Et donc, j'obtiens ça. Et si je calcule la transposée de M fois M, je vous laisse faire le calcul, mais je vois apparaître ça, c'est-à-dire des distances au carré, puis des produits scalaires. Exactement ça. Par exemple, ça, on voit bien que c'est AB scalaire AC. Ça, c'est AB carré, idem pour les autres. Par ailleurs, j'ai ces formules-là. AB scalaire AC, c'est AB carré plus AC carré moins BC carré sur 2. AB scalaire AD, c'est AB carré plus AD carré moins BD carré sur 2, etc. Bon, donc et par ailleurs, le déterminant de la transposée est égal au déterminant A de M. Donc quand je fais ça, je vais en fait avoir le déterminant de M au carré. D'accord? Donc je vois qu'en mettant ça au carré, 36V2 est égal à ça au carré. Donc ça veut dire que 36V2 égale le déterminant de Tm fois M, c'est-à-dire ce déterminant-là. Donc je vois que V est égal à 1/6 de la racine carrée de ce déterminant. Voilà. Alors là-dedans, ça donne envie de poser grand X égale ça, grand Y égale ça, et puis grand Z est égal à ça. Et de me retrouver avec 36V2, donc, parce que c'est plus facile que de travailler avec des racines carrées, est égal à ce déterminant-là.
ça je le développe, B2 fois ce truc-là, moins x2 fois ce déterminant, plus y sur 2 fois celui-là. D'accord? Je développe et ça me fait ça. Je vais vérifier, c'est évident. Et là, je remarque que je vais avoir, je mets tout au même dénominateur, et j'envoie le 4 de l'autre côté, ça fait 144 V2 égale 4 B2 C2 D2, moins B2 Z2, moins D2 X2, moins X2 D2, moins Y2 C2, moins Z2 B2, et j'ai un plus XY, oui, j'ai un plus XY. Bon, eh bien, ce que je fais, c'est que j'appelle P égale 4B2 C2 D2, premier terme. J'appelle Q le deuxième terme, d'accord. J'appelle R le troisième terme. Voilà. Et donc, j'obtiens que V, ça c'est 144 V2, qui est égal en fait à P moins Q plus R. Donc, V est égal à 1/12 de racine carrée de P moins Q plus R. D'accord. Alors, ce P moins Q plus R, je suis sûr que c'est positif. Hein. Le calcul arrive là, et comme c'est le carré d'un nombre, il est forcément positif. Je peux prendre sa racine carrée. Et donc, je vois que V est égal à 1/12 de ça, avec des notations qui sont un petit peu brutales, je le reconnais. Donc, avantage de cette formule, c'est qu'on a le volume en fonction des longueurs des arêtes. L'inconvénient, c'est que c'est assez compliqué quand même à utiliser. Formule qu'on doit peut-être à un Tartaglia ou à Euler, ou puis à d'autres aussi. Il y avait un autre nom, mais je me souviens plus. On peut retrouver ce résultat dans le cas du tétraèdre régulier, toutes les faces identiques et équilatérales, toutes les arêtes égales à A, ou le projeté orthogonal de D sur ABC. Alors Pythagore nous dit que DO carré est égal à A carré moins AO carré, mais il va être égal aussi à A carré moins OC carré et à A carré moins OB carré. Donc en fait OA égale OB égale OC. Donc O est le centre du cercle circonscrit à ABC. Donc son centre de gravité puisqu'il est équilatéral. Je rappelle que dans le cadre d'un triangle équilatéral, la hauteur, facile à déterminer en faisant Pythagore, est égale à A racine de 3 sur 2, hein, et que l'air, c'est donc la hauteur fois la base qui fait A divisé par 2, ça nous fera A carré racine de 3 sur 4. Bon, OA est donc égal ici à 2 tiers de AI, c'est-à-dire 2 tiers de A racine de 3 sur 2, donc A racine de 3 sur 3, et donc OD carré égale A carré moins 5 carré, qui nous fait 6A carré sur 9, donc OD est égal à A, je simplifie par 3, racine de 2 sur racine de 3, et le volume égale 1 tiers de la base fois la hauteur, je trouve A au cube racine de 2 sur 12. Et si j'applique la formule, alors je vous laisse regarder parce que c'est rasoir, eh bien on trouve que P moins Q plus R est égal à 2A puissance 6. Donc quand on prend la racine carrée, ça fait A au cube racine de 2. Et puis on sait qu'on divise par 2. Et on obtient le même résultat. Une petite question juste pour finir. Position du centre de gravité d'un tétraèdre régulier. C'est l'isobarycentre des 4 sommets. Donc cette barycentre de O affecté du poids 3 et D avec 1. Et donc quel que soit M, on a 3MO plus MD égale 4MO G. Et si je prends M égale D, 3DO égale, ça fait nul, 4DG. Donc DG égale 3 quarts de DO. Donc il se trouve à 3 quarts en partant de D, il se trouve à 3 quarts de la hauteur. C'est-à-dire 3 quarts de la hauteur, il est assez bas, ici. Donc là, si je mesure justement cette distance, hein, DG, ben c'est 3 quarts de DO qu'on a déjà calculé. DO qui est égal à 1 racine de 2 sur racine de 3. Et donc ça nous fait... je simplifie les deux racines de 3 et j'intègre là-dedans, ça fait 1 racine de 6 sur 4.